rejoint Asif Arif. Vous êtes notamment avocat au barreau de Paris. Vous êtes aussi directeur du site Culture et Croyances, auteur de plusieurs ouvrages dont France-Belgique, la diagonale terroriste. Je suis également toujours en compagnie de Mathieu Zagrodzki. On vient de suivre ensemble cette conférence de presse de François Molins. Asif Arif, il y a quelque chose qui vous a fait réagir, c'est les motivations de l'auteur, puisque François Molins dit que l'enquête est en cours pour connaître ses motivations. Visiblement, elles font peu de mystère. Oui, parce que quand on raisonne en termes purement de droit pénal, on se raisonne sur deux éléments. On raisonne d'abord sur la matérialité d'un délit. Là, elle est avérée, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a également l'élément intentionnel et ce pourquoi, quelles sont les motivations réelles de l'individu et qu'est-ce qui l'ont poussé à réaliser cet acte. Aujourd'hui, cet individu, au fond, il est blessé sur un lit d'hôpital. On est en train d'essayer de le réanimer ou on ne sait pas trop, en tout cas, dans quel état. Vital très engagé. Très engagé. Donc, on ne sait même pas si un jour, potentiellement, on va savoir les motivation réelle de cet individu, si c'était vraiment un acte terroriste qu'il a voulu ou qui se rattachait à une organisation terroriste bien particulière puisqu'on parle de Daesh. Alors on va dire, il a dit Allahu Akbar, mais Allahu Akbar ça ne veut rien dire, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. À mon sens, en tout cas, ça veut tout et rien dire. Mais après, je peux comprendre qu'une analyse plus factuelle pousse certains commentaires vers le rattachement à une organisation islamique ou pas, type Daesh, parce qu'aujourd'hui, ça peut être Boko Haram, ça peut être Daesh, ça peut être Al-Qaïda, ça peut être plein de choses. Ça peut être Al-Qaïda au Yémen, comme les frères Kouachi, par exemple. Exactement, puisqu'il est en plus émirati, selon les informations qui ont été révélées. Mais moi, ce qui m'a encore plus frappé, c'est qu'au fond, on était en train de parler beaucoup de la notion de loup solitaire, etc. Et au final, loup solitaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et ça, c'est les revues qui ont été... celle de Al-Qaïda, ça a été par exemple Inspire, qui a pendant longtemps montré aux loups solitaires comment, en fin de compte, attaquer un pays. Mais aujourd'hui, le loup solitaire, ça a été plus résumé comme étant cet individu qui vit déjà dans le pays qu'il va attaquer, comme étant un type qui s'est au final un peu désabusé, qui fait sa petite bombinette à la maison et puis il va la faire exploser. Mais là, on a face à nous un profil qui a complètement fait sauter ces critères de référence. C'est quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend un visa pour la France, très en avance, puisqu'il demande son visa en octobre 2016. On lui fournit un visa pour la France. Il arrive à Paris. Une des premières choses qu'il fait, c'est d'acheter 2 machettes. Il y a quelques jours, puisque les machettes, elles ont été achetées le 2 février, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, cet attentat est commis quelques jours après. C'est vraiment un mode opératoire complètement inédit. Ouais, alors je me prononcerai évidemment pas sur l'appartenance ou non à tel ou tel réseau terroriste. L'enquête est en cours. Ce qu'on voit, c'est que l'individu a voyagé. Il est venu du Moyen-Orient en France pour perpétrer cet acte. Il a des ressources financières. Alors évidemment, il ne faut pas être millionnaire pour louer une chambre dans le 8e arrondissement, acheter 2 machettes, avoir un iPad et louer une voiture. Mais quand même, il a dépensé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour ce faire. Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. C'est évidemment pas comparable avec le niveau d'organisation du 11 septembre ou même du 13 novembre. Mais forcément, ça interpelle sur le degré de préparation et l'éventuel les éventuels appuis dont il aurait pu bénéficier, encore une fois, sans aller plus avant dans des spéculations sur les commanditaires exacts. En tout cas, c'est quelqu'un qui est passé complètement sous les radars, visiblement. François Molins parlait de ce système de visa bio, de données biométriques, qui n'a rien donné quand il a passé la frontière. Comment se fait-il que ce genre de personne puisse encore échapper aux autorités françaises? C'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédents. Et évidemment, quand vous n'avez commis aucun crime ou aucun délit, même s'il y a une coopération policière, admettons qu'on est même dans l'espace Schengen, comment vous voulez savoir qu'une personne va perpétrer un acte terroriste de cette sorte si on ne sait pas à la base? Il n'a pas de fichier, il n'a pas de casier, il n'y a eu aucun problème vis-à-vis de ses visas. Et visiblement, il avait les conditions de ressources nécessaires pour obtenir son visa. Oui. Et parce que vous mentionnez justement qu'il a demandé son visa en octobre 2016, mais moi, ça me paraît un délai tout à fait normal d'instruction d'une demande de visa classique qui a été acceptée de manière classique, au vu de conditions de ressources classiques. Et il a eu. Donc, moi, au contraire, là, pour le coup, on ne peut pas reprocher aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires de police ou qui que ce soit qui travaille sur ces questions
On ne pouvait pas le savoir, honnêtement. Franchement, on ne pouvait pas le savoir. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas classique, Mathieu Zagrodzki, c'est d'aller dans une boutique, d'acheter 2 machettes comme ça sans aucun problème et de pouvoir se promener avec. Comment ça se fait ? C'est possible en France ? On peut acheter 2 machettes de 40 cm sans être inquiété ? C'est pas une arme à feu, hein. Ce sont les armes à feu qui sont réglementées en France, et pour le coup assez strictement. En gros, vous pouvez acquérir une arme à feu en France si vous êtes chasseur ou affilié à un club de tir depuis un certain temps. Bah oui, ça peut être considéré, je sais pas quel était le type de machette, ça peut être un objet de collection en fait, hein, tout simplement. Ouais. Ça peut être plein de choses. Oui, hein, c'est quelque chose qu'on peut acquérir aujourd'hui librement, tout comme on peut acheter un couteau de boucher, un couteau de cuisine. Il n'y a pas de restriction particulière. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est que n'importe qui peut commettre un attentat comme il le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir aujourd'hui ? Encore une fois, c'est compliqué. On ne peut pas mettre un policier à chaque rue, à chaque point dangereux. Si moi, n'importe qui sur ce plateau décide de commettre un acte insensé dans la rue avec une arme blanche, il le fera. Vous voyez, si on est complètement en dessous du radar. Et encore, je rebondis par rapport à ce qui a été dit, hein, sur le fait que quelqu'un qui arrive à l'aéroport n'est pas enregistré et il est face à un agent de la police aux frontières pour qui tout est en fait carré. Le visa a été délivré, la personne était inconnue des services de police. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'incite pas l'optimisme sur le futur. Asif Arif, on pense évidemment sans tirer de conclusion hâtive, mais à ces appels du groupe État islamique sur Internet à commettre des attentats là où on est et avec ce qu'on peut. Quelle est aujourd'hui la force de frappe sur Internet du groupe État islamique ? Daesh est visé par des bombardements en Syrie, en Irak. Il est toujours possible de faire de la propagande et d'inciter toujours des gens à commettre des attentats de ce genre ? Alors là, je rejoins mon discutant. Moi, je ne veux pas et absolument pas émettre de conclusions hâtives sur le fait que Daesh soit lié ou pas. Et d'ailleurs, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de regarder plutôt du côté de Nice, où on a une personne, où on a dit des choses, où on a tiré des conclusions à rallonge en pensant que c'était Daesh, etc. C'était effectivement, il était lié de près ou de loin à Daesh, mais c'était surtout un malade chronique, un fou qui a commis cet acte. Donc moi je pense qu'il faut attendre peut-être les éléments d'enquête qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Concernant la force de frappe de Daesh sur Internet, je pense que c'est un élément qui, au fond, a été analysé par bon nombre de chercheurs. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est une guerre du numérique qui mène en parallèle, et ces gens-là sont excessivement doués. Il suffit de lire une de leurs revues pour voir qu'en termes de graphisme, en termes de plein de choses, ils sont suffisamment avancés. Mais maintenant, cela à dire qu'il y aurait un lien ou pas, moi je pense que c'est un peu hâtif. En tout cas, François Molins parle déjà d'attentats, d'actions terroristes, alors inspirés par Daesh ou pas, mais en tout cas peut-être inspirés par ces tueries de masse qu'on connaît depuis plusieurs années. Il faut vivre avec ça. Maintenant, le monde est parti sur une dynamique de ce genre pour 10, 15, 20 ans ? De facto, on vit avec ça depuis assez longtemps maintenant, depuis plus de 2 ans, parce qu'on retient les attentats les plus marquants, et c'est normal, les plus meurtriers, donc ça a été Charlie Hebdo le 13 novembre, mais en fait des événements comme ceux-ci, où des individus isolés, d'ailleurs le procureur l'a rappelé, hein, c'est 2 ans jour pour jour après une attaque un peu similaire qui a été effectuée à Nice. Il y a 1 an de cela, il y a également eu une attaque de ce type contre un commissariat dans le 18e arrondissement, hein, avec un assaillant armé à la Goutte d'Or, exactement, qui s'en était pris aux policiers de faction, qui l'a également abattu. Et finalement, on oublie aussi qu'il y a tout un tas de petites attaques comme ça isolées. Alors, je minimise pas leur gravité, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles marquent moins parce qu'elles font pas ou très très peu de victimes. Et elles sont régulières. C'est le monde dans lequel on va vivre. Désormais, il va falloir ériger des murs ou mettre des contrôles de sécurité dans tous les lieux publics. Non, je ne pense pas qu'une politique à la Trump va résoudre nos questions sécuritaires, et surtout que Trump, même en ayant son décret contre l'immigration, l'Égypte n'était pas citée, et apparemment il était de nationalité égyptienne, donc il aurait très bien pu partir aux États-Unis pour commettre le même acte. Donc je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, au final, c'est une solution, moi je l'ai toujours dit, c'est une solution qui va venir de la population civile. C'est-à-dire que là où on veut nous diviser, il faut que nous, à tout prix et
et à tout prix, on reste unis. Il ne faut absolument pas qu'on tombe dans le populisme, que l'on tombe dans ces facilités que nous offrent certains partis politiques. On pense notamment au Front National. Regardez, l'attaque avait eu lieu il y a à peine quelques minutes, qu'il y avait déjà des tweets sur les réseaux sociaux en disant « c'est des islamistes ». Enfin, c'est scandaleux de pouvoir laisser passer des choses comme ça. Donc je pense que justement, il ne faut pas tomber dans le populisme, il faut rester soudés, il faut rester unis et il faut s'en tenir à l'état de droit et à nos officiers de police judiciaire et à ces membres de l'armée justement qui font un travail extraordinaire sur le terrain, qui sont tous les jours là dans le cadre de l'opération Sentinelle et qu'on remercie. Et je pense que le mot de la fin, c'est restons unis et surtout pas se diviser. Voilà. Merci beaucoup, Asif Arif. Merci beaucoup, Mathieu Zagrodzki, de nous avoir éclairé sur cette question. Après cette conférence de presse donc, de François Molins, qui a donc donné plusieurs informations après cette attaque au Louvre. Elle intervenait 2 ans, jour pour jour, après l'attaque de policiers à Nice. L'homme qui a attaqué des militaires dans la matinée au Louvre se trouve maintenant dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. On en